Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Je suis Mathieu et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Stéphane Toureau. Stéphane est vice-champion du monde en apnée monopalme, capable de rester plus de 7 minutes sans respirer et de descendre à plus de 100 mètres de profondeur. On évoque souvent l'apnée avec nos invités surfeurs, mais c'est Kevin Roland, ce skieur fan d'apnée, qui m'avait donné le contact de Stéphane. Dans cet épisode, il nous explique ce que cette discipline incroyable lui apporte à lui, mais aussi à tous les sportifs qui viennent lui demander conseil. On parle aussi de narcose, ou comment prendre une cuite sans alcool dans sa baignoire. On aborde aussi la méditation et la pleine présence. J'ai enfin compris pourquoi il m'arrivait régulièrement d'oublier du matos sur le spot. C'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu, Stéphane Toureau, un vice-champion du monde en eau profonde. Bienvenue sur Mordu, un grand merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation en tout cas. Pour commencer, je voulais te poser une première question. Est-ce que tu connais la technique de la recette du gâteau au chocolat et est-ce qu'elle est validée par la Fédé ? Gâteau au chocolat. Là, il me pose une colle. Alors la technique de la recette du gâteau au chocolat, je l'ai entendu, c'est un surfeur qui a raconté ça, qui disait qu'à chaque fois qu'il tombait sous l'eau, dans des grosses conditions, dans des grossettes, pour pas paniquer, il commençait à se répéter à lui-même la recette du gâteau au chocolat. Donc là, boum, il prenait une chute, il tombait dans l'eau, et afin de pas paniquer, pas se bloquer, il commençait à se dire bon, alors j'achète la farine, j'achète les œufs, je casse les œufs. Et c'était sa technique à lui pour vraiment se relaxer. La fin de l'anecdote, c'est qu'un jour, il est arrivé au moment où le gâteau au chocolat sortait du four, il allait le servir, il était toujours pas ressorti de l'eau. Et c'est là où il a commencé à vraiment paniquer et à se dire « Oula, là ça fait longtemps que j'y suis ». Est-ce que c'est une bonne façon de faire ? En fait, c'est ce que j'appelle un ancrage. On s'ancre sur une pensée ou sur une émotion, ou un ressenti ou une sensation. C'est ce qu'on fait également en apnée, mais moi je pense pas, au gâteau au chocolat à la descente. Dans mon cas, en tout cas, vraiment dans le ressenti physique et dans les sensations de glisse, dans la perception au niveau des 5 sens, enfin surtout au niveau des sensations de glisse au niveau des mains, l'eau qui circule sur le visage, la sensation au niveau du ressenti du mouvement pour être dans l'économie de l'effort. Je sais que plus je suis concentré, plus je suis capable de me concentrer longtemps sur un point fixe, plus ça va me développer cette capacité à être dans l'instant présent. Et du coup, toi, quand tu es sous l'eau, c'est quoi ton repère au temps ? Comment tu connais le temps qui s'écoule ? En fait, je dirais que le temps, on n'y pense pas, donc on est vraiment que dans le présent. Donc il n'y a plus de notion de temps. C'est ça justement, la notion de temps, elle existe que par notre mémoire. C'est notre mémoire qui fait exister la perception du temps. On a tendance à trop se projeter ou alors à trop penser au passé. Et notre sport, tous les sports, je pense, proches de l'extrême, où ça nous demande une énorme concentration, on est poussé justement à être que dans l'instant présent, à vivre l'instant, ce qu'on appelle l'état de flow en fait dans le milieu du sport. Et je pense que c'est ça qui m'a sorti justement du garçon que j'étais avant, complètement perché et qui était tout le temps à l'ouest, H24. C'est l'outil qui m'a permis d'évoluer sur moi et puis de changer ma vie, tout simplement. Ouais. J'ai évoqué en introduction ton titre de vice-champion du monde. En poids constant monopalme. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes disciplines de l'apnée ? Et ce que c'est que le poids constant monopalme ? En fait, on a séparé les deux grands secteurs de l'apnée en profondeur qui sont le poids constant, c'est-à-dire qu'on garde le même poids qu'on a sur soi. Généralement, on part avec pas beaucoup de poids parce qu'on va profond. Avec les variations de pression, on n'a pas besoin de mettre 10 kg de plomb parce qu'après, il faut se les trimballer à la remontée. Donc, on ajuste notre lestage. Et après, il y a une autre discipline qui est l'immersion libre, où là, on se tracte le long de la ligne avec les bras. Et après viennent les disciplines de record qui, elles, sont en gueuse, avec un équipement en acier ou pas, qui permet de descendre plus profond. Mais c'est hors compétition et voilà. Alors c'est Kevin Roland qui va parler de toi et de la gueuse. Est-ce que tu peux rappeler, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, qu'est-ce que c'est que la gueuse ? La gueuse, en fait, c'est une armature en acier qui nous permet de descendre le long de la ligne, lestée. Soit on la lâche en bas et on remonte à la palme, ou alors dans la plupart des cas, c'est greffé à une bouteille de plongée qui est reliée à un parachute sous l'eau, que l'on gonfle au fond et qui nous permet de remonter à la surface. Donc généralement maintenant les records en eau limite sont carrément stoppés depuis maintenant 2012.
Il n'y a plus grand monde qui se lance dans l'aventure parce que ça devient très dangereux sur les records mondiaux. Par contre, elle est utilisée de manière pédagogique, avec une certaine vitesse, pour progresser, aller chercher des nouvelles profondeurs, pour préparer la suite à la palme. Et pourquoi tu as choisi le monopalme parmi toutes ces disciplines ? Je dirais que moi, mon attrait, il est vraiment dans la profondeur. La sensation de pression, la sensation de narcose aussi, on va en parler, je pense. Et en monopalme, on va un peu plus profond. C'est la discipline où on va le plus profond. C'est la discipline aussi où il y a plus de sensation de vitesse et de glisse. Et je pense que comme j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de mal à me concentrer, j'avais besoin d'avoir une discipline qui soit rapide et active. Et c'est pour ça aussi que quelque part je vais un peu vite. Mais en même temps, mon entraînement m'a toujours poussé à maintenir cette vitesse en profondeur. Et que maintenant, je commence à progressivement ralentir avec l'âge. La monopalme, du coup, c'est ce qui permet d'aller... Tu vas plus vite en monopalme qu'en bipalme. Oui, plus vite et un peu plus loin, ouais. Et alors la monopalme, c'est une énorme palme, ça ressemble un peu à une queue de sirène. Ouais, exactement. Ça ressemble à une queue de sirène avec deux chaussons un peu bizarres, on dirait des chaussons orthopédiques. Et on met nos pieds dedans. Et le but, c'est d'avoir une transmission maximale sur la palme. Donc plus on veut de la transmission, plus le chausson est serré. Donc c'est quelque chose qu'on va pas pouvoir garder longtemps. Et plus on va vers une palme d'entraînement, plus le chausson est souple, on va dire, pour pouvoir la tolérer un peu plus longtemps que 20 minutes. Et ça, la monopalme, tu t'en sers que quand tu veux descendre en profondeur ou est-ce que tu te fais des allers-retours de piscine Et on fait beaucoup d'allers-retours en piscine, évidemment, parce que ça fait aussi partie un petit peu de la préparation foncière. On n'a pas tous la même préparation, hein. Certains plongent très souvent que profond. Ils complètent avec une préparation à côté. Moi, je sais que j'ai besoin des deux, j'ai besoin de la piscine pour le foncier et de la profondeur. Donc j'ai l'avantage de vivre à Annecy où il n'y a pas de courant, on a un puits qui fait 80 mètres de fond au bord des Marquisas et également plein d'infrastructures, piscines et autres qui nous permettent de pouvoir faire ces longueurs et pouvoir progresser. Et ça va être l'axe hivernal surtout parce que maintenant j'ai réussi à atteindre un niveau de flexibilité et d'adaptation en profondeur qui est énorme. Et ce qui me manque, c'est le temps d'apnée en plus et ça, on va dire qu'on va gratter les secondes en piscine cet hiver. Explique-nous un peu une semaine type d'entraînement pour toi, c'est combien de temps à faire de l'apnée, combien de temps à descendre en profondeur, c'est combien de temps à faire du foncier ? Je dirais que ça dépend des périodes. Il y a des périodes où on fait que de la profondeur, c'est la phase finale, mais avant tout ça, je dirais qu'au début de la saison, on est plutôt sur quelque chose de général. On va faire du cardio léger, on va faire ou alors orienté avec l'eau, avec la natation. Pas mal de musculation, beaucoup de piscine et un peu de profondeur pour maintenir. Plus ça va aller, plus on va orienter vers les activités vers de l'eau, vers de l'apnée, vers un peu moins de musculation et beaucoup plus d'apnée, piscine et profondeur. Jusqu'à arriver, avant mon départ, généralement j'essaye d'être ultra flexible et avoir le maximum de temps possible en apnée. À un mois de l'échéance, où là je pars en voyage, dans des zones où je sais qu'il y a la profondeur, il n'y a pas de courant et puis qu'il y a une infrastructure pour la sécurité. Et là, à ce moment-là, pendant un mois, je plonge profond pour m'évaluer et puis pour que mon corps s'adapte, se réadapte aux nouvelles profondeurs, surtout. Donc ça, c'est des cycles qui sont entre 3 et 6 mois max. Donc on arrive à faire, moi je pense que j'arrive à faire 3 cycles vraiment dans l'année. Alors est-ce que tu peux nous rappeler tes records personnels ? Mes records personnels, à la palme, j'ai fait l'année dernière en entraînement 113 mètres. Quand on dit 113 mètres, c'est 113 mètres de profondeur. Aller-retour. Il faut arriver à l'objectif et après remonter. En sachant que quand on annonce une profondeur, on ne peut pas aller plus loin. On règle le câble à la profondeur donnée et on est longé à cette ligne et on ne peut pas aller plus bas. C'est pour justement avoir un repère et aussi pour notre sécurité, savoir où on est et puis on avance step by step, justement en fonction de notre état de sortie, notre fraîcheur, si on est à l'aise, si on est facile, à ce moment-là on rajoute quelques mètres en plus, sans trop, parce qu'après des fois l'ego peut nous faire dépasser la limite et l'objectif est toujours être dans la confiance, arriver à évoluer en confiance. Et plus on est en confiance, plus on évolue vite, donc c'est ça aussi. Donc là tu disais ton record il est de 113 mètres. Ouais. Le précédent il était à 107 je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Et entre les deux, est-ce qu'il y a eu des échecs ? Est-ce qu'on arrive à bien suivre tes réussites quand on regarde ton parcours ? Est-ce que tu t'es planté entre les deux ? Ah, beaucoup. Beaucoup ? Ouais, j'ai eu beaucoup de plantages parce que j'avais besoin encore de comprendre des trucs. Physiologiquement, il y avait des choses que j'arrivais pas encore à expliquer vraiment parce que j'étais quelqu'un qui était très rapide, avec un métabolisme rapide, mais avec un manque de préparation sur la vitesse et sur le lactique. Et paradoxalement, moi, vu que je voulais ralentir, je me suis dit, je vais ralentir sur mes entraînements, je vais ralentir tout le temps. Et en fait, c'était pas la solution parce que j'ai pas réussi à atteindre cet objectif. Donc, en essayant de ralentir ou en essayant de changer des choses en entraînement, j'ai fait des syncopes en championnat. Aussi parce qu'il y a eu des décalages horaires et puis il y a eu des problèmes d'organisation. Qu'est-ce que c'est une syncope ? C'est une perte de conscience momentanée liée à un manque de sucre
quand on arrive au bout de la jauge d'énergie, et un manque d'oxygène en proportion. Mais c'est principalement comme un malaise vagal lié à un manque d'oxygène, qui fait qu'en fait on est mis en veille pendant un certain temps, quelques secondes avant le réveil. Sauf si la syncope est sous l'eau, à ce moment-là, elle peut durer plus longtemps en surface. Mais les syncopes que j'ai faites sont de surface, donc c'est très court, la tête bascule, elle revient. Et là, c'est élimination directe, c'est sanction tout de suite. Donc pour que je comprenne bien, tu t'étais fixé une marque, peut-être 113 mètres, Ouais. Tu descends, tu remontes, et au moment, avant de toucher le... À 113 mètres, je l'avais validé. C'était sur une annonce à 105 mètres, par exemple, au championnat du monde l'année dernière, où j'avais fait une syncope. Et en fait, j'ai eu un petit souci en bas, j'ai voulu accrocher le tag, et puis les tags étaient mal enroulés avec la plate en bas. Donc on a un témoin, on ramène un témoin jusqu'à la surface, donc il faut aller le chercher au fond. Et là, j'avais eu de mal à le décrocher, en fait. Au moment où je fais mon virage, il me lâche des mains. Du coup, j'ai eu une fraction de seconde où je dis, je fais quoi? Je le reprends ou je décolle? Et en fait, j'ai pris la main et je suis retourné avec mon bras pour le rechoper et remonter. Et en fait, c'est le mouvement de trop, plus le stress accumulé. Arrivé en surface, j'essaye de ventiler Je sais que ça allait être dur, j'ai ventilé pour essayer de gérer le truc, mais on a une latence de 15 secondes. Quand tu dis ça, là, t'es sorti de l'eau quand tu dis... Voilà, j'étais conscient, je ventile, et en fait, on a une latence de 15 secondes. Le temps que la chute d'oxygène arrive, en fait, ça prend 10 secondes. Donc il faut arriver à gérer ce moment-là, et là, la tête a basculé. Une seconde, et puis voilà, il est disqualifié, en sachant que c'est une année de préparation pour arriver à cet objectif. Donc l'objectif principal, c'est quand même de la valider. Moi, j'avais annoncé quelque chose qui était viable. Le truc, c'est que sur cette compétition, avec toutes les circonstances qu'il y a eu, elle n'est pas passée. Et voilà, ça faisait 2 échecs déjà d'affilée que j'avais eus, et mentalement, ça a été difficile, grosse remise en question. Aussi sur le temps d'apnée, parce que c'est quelque chose que je voulais améliorer. Et puis voilà, on va dire que j'ai compris ça un peu plus tard. Décris-nous un peu là, ces 15 secondes là, où tu sors de l'eau, il faut que tu valides, il faut que tu tiennes pour tenir le record. C'est quoi les sensations? C'est un vrai combat? C'est une vraie souffrance à chaque fois? Non, on est focalisé sur ce qu'on a à faire, sur les mouvements, sur la glisse, tout ça, et arrivé dans les derniers mètres, on ressent cette sensation d'hypoxie qui arrive, parce qu'à force de l'expérience, on le ressent. Et arrivé en surface, on a un manque de concentration lié à la plongée qu'on a faite, parce qu'il y a quand même de l'azote, qui a un effet légèrement narcotique sur la plongée, plus le manque d'oxygène, et en fait, notre perception du temps aussi diminue un petit peu. C'est-à-dire qu'on a une perception du temps qui est complètement différente quand on arrive en surface, et on a un certain temps pour faire le protocole. On a 16 secondes dans une des fédérations et 30 secondes dans l'autre. Et dans ce laps de temps, il faut arriver à faire le signe, à dire « OK », ou « I'm OK », tout va bien. Et si c'est pas fait, si c'est mal exécuté, si la tête bascule, là c'est élimination. C'est aussi pour pas qu'il y ait du grand n'importe quoi, avec des gens qui fassent n'importe quoi et des syncopes à tout va. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous parler de tes débuts en apnée? Comment tu as commencé? Moi, j'ai découvert l'apnée en vacances en Corse avec mes parents. Ça a été un moment magique, parce qu'au début, j'avais un peu d'appréhension. Et puis au final, pas le mastuba, j'ai commencé à voir que je pouvais descendre dans quelques mètres en voyant le bleu lumineux en dessous. J'avais qu'une envie, c'était d'aller découvrir ce qu'il y avait en dessous. À chaque fois que j'étais sous l'eau, il y avait ce moment de latence où le temps est suspendu, et je me retrouvais dans un moment de libération où je savais que j'étais bien. C'était le moment où j'étais bien, personne ne pouvait me faire chier. C'était vraiment le moment de libération, et quand on est un enfant qui a eu beaucoup du mal avec le système scolaire, c'est une vraie récréation, quoi. C'est le moment où on peut se retrouver et se reconnecter avec soi, alors qu'on est tout le temps détaché de nous-mêmes la plupart du temps. Est-ce que tu as fait d'autres sports aussi à l'adolescence, ou ça a été tout de suite une passion exclusive et tu t'es lancé dans l'apnée? Et non, ouais, j'ai fait plein d'autres sports, tout simplement parce que déjà il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas d'école pour en faire, il n'y avait pas de club, il n'y avait rien, tout simplement dans le département. J'étais un petit peu lancé avec mon frère, parce que mon frère était cycliste aussi à la base, il était cycliste sur piste, il a fait pas mal de courses aussi sur route. J'ai fait quelques années de cyclisme, après j'ai fait du judo, donc j'ai vogué un petit peu avec ces 2 sports principaux, et puis de la course à pied de mon côté, pour me faire la caisse du côté de chez moi. L'apnée est arrivée un peu plus à l'adolescence, où là j'ai commencé à relancer des copains, à essayer de m'entraîner de mon côté, seul. Tout ce qu'il fallait pas faire, je crois que je l'ai fait, parce qu'il y avait rien, quoi. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de structure. Donc surtout ne faites jamais d'apnée seul, mais pour le coup j'avais vraiment pas le choix. Suite à ça est venu des sollicitations à 19 ans pour lancer une section apnée à Thonon. Et c'est là que tout a commencé à donner des cours et à initier, alors que j'étais pas encore formé, pas encore diplômé pour donner des cours. Donc ça s'est fait un peu en freestyle, et puis au final c'est comme ça que j'ai réussi à créer quelque part un cocon dans le département. Il fallait développer l'apnée dans le département avant de pouvoir s'entraîner pour soi-même.
Donc c'est un peu le monde à l'envers en fait. Il n'y a pas de structure, donc on s'entraîne de notre côté seul pour pouvoir progresser. Et en même temps, il faut donner des cours et faire de la péda avant même de pouvoir s'entraîner soi, de façon à développer son sport. Et donc j'ai eu une vie un petit peu en décousu de cette manière, ce qui m'a fait beaucoup plus conscientiser en fait les difficultés et les choses. Et maintenant, je m'aperçois que pour arriver à coacher ou à transmettre ces infos, c'est génial parce que du coup, on a un nombre de données et d'informations sur l'aspect technique qui est important, surtout quand on a exploré des trucs qu'il ne faut pas faire. Donc voilà. C'est quoi les premiers exercices? Je vais donner mon exemple personnel. Dès que j'essaye de descendre plus bas en snorkeling, quoi, ou juste avec mes lunettes de natation, rien que 4-5 mètres, c'est tout de suite difficile. Déjà, la première chose, c'est le premier conseil que je donne, c'est l'apnée est un sport à encadrement. On n'a pas le choix, contrairement à d'autres sports, de passer par un instructeur. Tout simplement parce que on va gagner un temps fois 20 en termes de progression, on va comprendre des choses sur la respiration, sur la sécurité surtout, pour pas faire n'importe quoi. Et c'est un sport qui nécessite un encadrement. Et deuxième chose, c'est calmer le corps, la respiration. C'est par la respiration et la relaxation, une sorte de sophrologie tout en utilisant le diaphragme et la respiration du ventre, la respiration thoracique, arriver à dissocier les deux et avoir une ventilation lente, très ample et longue qui permet justement d'apaiser le cœur, de relâcher l'organisme et de se relâcher. Et c'est le relâchement qui est la clé de l'apnée, qui est la base de l'immersion, parce que l'eau est un élément qui est incompressible, lui on ne peut pas le modifier, et donc on est obligé de lâcher prise par rapport à son environnement. Si on commence à lutter ou à se crisper, et ben on rentre en tension avec la pression de l'eau, et ça ne marche plus. Donc l'objectif c'est de vraiment arriver à calmer le corps et la respiration, et d'être dans le moment présent. D'avoir des petits trucs un peu comme le gâteau au chocolat, sauf que là, il faut peut-être plus se concentrer sur les sensations du toucher, de la respiration, les sensations de glisse, les sensations de nos muscles, essayer de ressentir son corps dans la position dans laquelle il est, d'être vraiment à l'écoute de son corps et d'être concentré dessus, de façon à être bien dans l'eau. Alors chaque fois que j'ai des articles sur l'apnée, et là je t'écoute, j'ai hâte de retourner à l'eau en surf par exemple, j'ai hâte de tomber non, mais d'appliquer ça. Ça m'est encore arrivé assez récemment où je tombe et je me dis allez, il faut que tu sois cool, de toute façon tu vas ressortir et tu peux tenir 1 minute, 2 minutes facile en théorie, avant d'avoir des vrais problèmes, relâche-toi. Et je trouve que c'est super dur parce que autant je le dis comme ça, là c'est cool et je me dis il faut que je le fasse. Et la vérité c'est que quand je tombe, les secondes, elles durent mais des éternités. On a beau essayer de se dire allez, relâche-toi, c'est pas grave, ça paraît mais une éternité et on sent le corps qui se crispe. Ouais. Et à l'inverse, c'est marrant. Nous, en apnée, quand on se met en apnée, le temps passe très 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 vite. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est quand t'es dans... Tout dépend de la situation dans laquelle tu es, mais dans une situation de danger, tout le temps prend une autre proportion. Mais ouais, c'est intéressant parce que je sais que les surfeurs ont besoin de l'apnée. Et je pense qu'il y a tout à y gagner aussi qu'un apnéiste ait besoin d'un surfeur aussi pour justement acquérir cette sensation de glisse, de lien avec l'eau. Mais il y a un travail qui est en train de se mener. Il y a beaucoup maintenant d'instructeurs d'apnée qui commencent à donner des cours pour les surfeurs, en tout cas de grosses vagues. Ouais. Ah, ça se développe énormément. On évoquait tout à l'heure que tu t'entraînes, pas avec, mais tu entraînes Kevin Rolland. Est-ce que tu travailles avec d'autres sportifs et comment tu travailles avec eux ? Alors, dire que j'entraîne Kevin Rolland, c'est un grand mot. Parce en apnée. On se voit pas souvent en apnée. Ah. Non, il avait commencé avec Pierre Frolat. Après, moi, je lui donne encore deux, trois conseils si je peux, et puis 2-3 tips pour qu'il puisse progresser. Et c'est cool de voir autant de sportifs s'intéresser à l'apnée. La différence, c'est que Kevin, lui, il a fait de manière intuitive. De manière intuitive, il est venu à l'apnée, il adore ça et il kiffe. Et je vois aussi maintenant beaucoup d'athlètes qui le font volontairement en conscience parce que ça apporte énormément dans le sport de haut niveau. L'apnée et la respiration est l'outil qui, à mon sens, dans l'avenir, va faire évoluer le sport de haut niveau en général. Parce qu'on est dans des filières qui sollicitent l'organisme, dans des filières hypoxiques, en manque d'oxygène. Donc on développe toutes les facultés physiologiques, transport de l'oxygène, développement du réseau vasculaire cérébral pour une meilleure oxygénation, les poumons, le transport de l'oxygène au niveau des muscles, plus l'aspect relâchement et gestion émotionnelle. Donc tout ça est réuni en fait dans un seul et même sport qui est de plus en plus sollicité par les sportifs. Et j'ai travaillé avec des sportifs, beaucoup dans le milieu du ski forcément, parce que je suis en Haute-Savoie, et des biathlètes, parce que ça c'est très très intéressant, juste avant le tir, justement d'arriver
à descendre le métabolisme, descendre le cœur, augmenter la ventilation, gérer le niveau de CO2, puisque c'est lui qui nous donne cette sensation d'effort et d'envie de respirer, qui nous fait perturber aussi dans les mouvements. Et toutes ces techniques vont permettre d'être beaucoup plus précis, à la fois sur les cibles, autant que sur la vitesse, autant que sur de la distance ou sur de l'endurance, ou sur la gestion mentale et concentration pour certains. Donc je travaille avec des sportifs de tous horizons à travers la natation, le ski, des tireurs, des trailers, beaucoup du milieu du monde outdoor. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment passionnant et puis on fait des belles rencontres et puis ça nous sort aussi un petit peu du monde apnée. Donc ouais, effectivement, il y a plein de sportifs qui se mettent à l'apnée. C'est à la fois, ça paraît évident en termes de respiration, de relâchement, de concentration. Est-ce que néanmoins, il n'y a pas une espèce d'opposition pour toutes ces personnes qui font des sports extrêmes et qui finalement jouent tout le temps un peu avec la mort, la blessure, la chute? Le sport extrême, c'est vraiment aller sur ses limites et jouer avec la mort qui est un peu une ligne de survie, c'est la limite. Et au contraire, l'apnée, où j'ai l'impression on va aller chercher cette pleine acceptation, ne plus jouer avec la mort, ne plus la considérer. Et finalement, ça me fait penser à la fin du film Le Grand Bleu, où Jean-Marc Barr part, et il a complètement oublié cette ligne-là. Non, on en est loin, tout simplement parce que je pense que autant sur le plan physique que sur le plan spirituel, que sur le plan connexion avec soi, tout est dans le présent. Tout est dans le présent. C'est-à-dire que pourquoi il est tant intéressant de coacher des athlètes sur la préparation mentale, sur la gestion émotionnelle, parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est le cœur, un des outils les plus exigeants qui soit, pour arriver à se détacher de son environnement et être juste présent. Parce qu'on fait partie de l'environnement si on est vraiment dans le présent. Si on est vraiment dans le présent, on est capable de capter les sensations, de ressentir le toucher, d'écouter, d'observer et d'être dans le présent, et non pas dans ses pensées. À partir du moment où on est dans cet état-là, on vit pleinement ce qui est en train de se passer. Donc on a une capacité qui va se développer sur nos 5 sens, et également sur les perceptions et sur l'intuition. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'instant présent? On capte l'intuition. L'intuition, on ne peut pas la capter par nos pensées. Si on pense à quelque chose ou si on est ailleurs, on ne peut pas capter l'intuition. L'intuition est une information du moment présent. Et donc notre capacité d'adaptation est proportionnelle à notre capacité de concentration. Et c'est ça qui va nous permettre en tant que sportif d'arriver à relâcher le métabolisme, à être capable d'interagir et de faire tout ce qu'il faut pour qu'on soit en sécurité. Et c'est ce que va chercher un surfeur sur le pipe ou un skieur à 5 mètres au-dessus du pipe ou à 8 mètres. Vous imaginez bien que la moindre millième de seconde est importante. Et que plus on est dans cet état de conscience et de flow, plus on est capable de percevoir et de ressentir son corps. Toute la clé est là. Et l'apnée, nous, on l'a conscientisé. Après, on l'a partagé à des sportifs, mais qui le vivaient de manière complètement intuitive. Et j'ai l'impression qu'en apnée, peut-être que ça nous pousse, cette situation, à le conscientiser, en fait. Je me demandais si finalement, ici, là, dans Mordu, on parle beaucoup de passion, d'adrénaline, de ce que ça provoque. Il y a plein de gens qui te diront, moi, il n'y a que quand je fais du kite, il n'y a que quand je fais du VTT, que je pense plus à rien, que je suis vraiment dans l'instant. Est-ce que finalement, tous ces sportifs qui viennent à toi, c'est pas des gros accros à l'adrénaline et qui n'arrivent pas à vivre sans? Mais je pense qu'il y a toujours une forme d'addiction à l'adrénaline. Elle sera toujours là. Après, à quel niveau? Mais au final, pourquoi on va chercher des sports de vitesse? Pourquoi on va chercher ces sports-là? Parce que ça nous pousse dans nos retranchements à être dans l'instant présent. C'est un outil, c'est un moyen d'évoluer sur soi. Chaque sport de ce niveau-là est un outil pour avancer sur soi. C'est en premier lieu. Après, on s'éclate, on vit des trucs de fou. Mais en fait, la source, elle est là. L'objectif, c'est qu'on puisse évoluer sur soi. Et ces sports-là nous amènent à vivre pleinement ces expériences d'ultra-lucidité et d'ultra-concentration. Ce que peut ressentir peut-être un moine bouddhiste au bout de 3 ans de pratique. Et au final, c'est ça qu'on va chercher. Après, je dirais que le fait de développer en parallèle permet de vivre encore plus intensément son sport et sa pratique. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on croit que des fois, il n'y a pas besoin d'aller là-dedans pour être mieux, mais au contraire, plus on va développer son état de concentration, plus on va vivre le truc encore de manière plus puissante et plus intense. Parce qu'on va capter vraiment chaque émotion, chaque ressenti, chaque seconde.
et on va être beaucoup plus précis dans ce que l'on fait, et ça procure une excitation incroyable. Moi, les seules plongées où j'ai réussi à être vraiment dans une extra-lucidité, je suis arrivé en surface, c'était jubilatoire, parce que je venais de ressentir cet état de pleine présence, quoi. Je pense que ça me fait penser à... Parfois, certaines personnes racontent ou l'ont expérimenté, ce moment où tu fais plein de gestes, ou quand tu es dans des situations super complexes, plein d'informations à gérer, et tu as tout géré, et tu as été capable de répondre super rapidement à toutes ces informations, mais en contrôle, quoi. C'est comme si toutes ces années d'entraînement et à la fois cette perception du moment présent fait que ton corps a fonctionné presque sans toi, quoi. C'est assez magique. Mais c'est ça qui est le paradoxe de quelque part un petit peu de l'univers dans lequel on vit, c'est qu'au final, plus on se détache et plus on est dans l'instant présent, plus on est capable de vivre des choses exceptionnelles et les choses arrivent à nous, en fait. C'est magnétique. À un moment donné, j'avais fait un texte qui avait choqué, mais parce qu'il est à deux lectures, à 1 degré près de lecture. Si on le lit au premier degré, on dit que je suis un suicidaire, alors qu'en fait, j'avais juste écrit que ne plus avoir peur de la mort, en fait, c'est la libération. À partir du moment où on n'a plus peur de la mort, mais on n'a plus peur de rien, et donc à ce moment-là, on peut vivre pleinement les choses, dans l'instant. Et c'est la source pour pouvoir se détacher de tout ce qui se passe. Et au final, c'est dans ces moments-là où on est le plus en sécurité. Paradoxalement, c'est quand on n'a plus peur de la mort qu'on est en sécurité. Parce que justement, on arrive à se détacher du risque, on se détache de la peur qui est en fait juste une projection dans le futur, et qui nous pousse du coup à être encore plus concentré dans l'instant présent. Bon après, forcément, si on va chercher à chaque fois... La limite, toujours la limite, oui, forcément, à un moment donné, on la trouve. Moi, je trouve que dans mon sport, l'avantage de ça, c'est que plus on va prendre de la confiance, c'est-à-dire plus on va sortir facile sur nos sorties en profondeur, plus notre corps va prendre de la confiance et plus on va pouvoir être bien dans l'eau et on va pouvoir progresser. Et en fait, j'ai remarqué qu'il faut arriver à mettre l'ego et la partie compétition de côté. Parce que si on vise le chiffre pour un résultat, pour une compétition où on se détache ou pour une projection future ou pour quelque chose d'après, eh ben on se détache au final du vrai plaisir que l'on a à le pratiquer et on va chercher du coup cette limite qui risque malheureusement de nous mettre en défaut et après il va falloir reprendre de la confiance sur un événement qu'on a vécu. Et ça prend du temps, ça prend plus de temps que si on avait juste resté dans la zone de plaisir ou de dépassement de soi, mais sans aller chercher trop la limite pour arriver à prendre de la confiance et progresser. Et moi, en 15 ans de performance, en 15 ans de compétition, je l'ai vu. Tous les plus grands champions d'apnée, j'ai vu des régressions et j'ai vu des progressions inimaginables. Et suite à ça, j'ai compris qu'en fait, c'était juste le détachement par rapport à l'environnement compétitif. Est-ce que tu fais beaucoup de méditation ? Est-ce que tu préconises de faire de la méditation ? Alors oui, je la préconise. Après, je la préconise pas pour dire, non, maintenant, à partir de maintenant, il faut que vous fassiez 1 heure de méditation par jour. Ce qui n'est pas possible. C'est comme du jour au lendemain de dire demain je passe au zéro déchet. Non, c'est pas envisageable. D'abord, tu vas acheter ta brosse à dents en bambou. Après, tu vas commencer à éviter de prendre des sacs plastiques au supermarché. Voilà. Et c'est par des petits trucs tous les jours, progressivement, qu'on va prendre nos habitudes et qu'on va y arriver. C'est pas en voulant tout changer du jour au lendemain. Et je conseille plutôt d'essayer de se concentrer sur quand tu mets ton jean le matin au réveil, quand tu vas faire couler le café, tu vas te concentrer sur ton café qui coule. C'est juste d'être observateur en fait de ta conscience. Tu es observateur de tes pensées. Et à partir du moment où tu joues et tu n'es pas en mode travail, tu es en mode jeu, j'essaye de m'observer penser, et bien là c'est gagné. Tu as lancé la première roue d'engrenage et derrière tu vas commencer à le faire sous ta douche, tu vas commencer à le faire... en tournant la clé de ta porte de chez toi. Et paradoxalement, tu vas oublier 2 fois moins de trucs, tu vas penser à tes affaires, voilà. Alors moi, ce que tu me dis m'intéresse beaucoup parce que j'oublie souvent ma board sur le spot. C'est embêtant parce que c'est quand même gros. Ouais. Faut que je médite alors. C'est pas une clé là. Mais ouais, c'est une forme de méditation, c'est juste de la pleine... Alors, ce qu'on appelait la pleine conscience, je la transforme, c'est la pleine présence, en fait. C'est d'être présent, d'être là, d'être dans le moment présent. Et c'est paradoxal parce qu'on dit, il y a ceux qui pratiquent la méditation, tout ça, ils sont perchés. Non, c'est au contraire. Ceux qui sont perchés sont ceux qui sont vraiment dans leur pensée tout le temps. Oui, ça, c'est des gens perchés parce que du coup, ils ne sont pas concentrés. J'ai été perché. J'ai fait partie de ces personnes-là. Et la méditation et l'état de concentration m'a permis de devancer ça. Là où j'ai le plus progressé, c'est en le faisant dans ma voiture, en essayant d'être concentré dans ce que je faisais,
en essayant d'observer les gens de l'extérieur, même dans la rue, de voir la réaction des gens, de voir comment ils marchent, comme si on était capable de voir un film en slow motion. C'est un jeu en fait, et de s'amuser à faire ça, comme dans Matrix. C'est un jeu de tous les jours dès le matin. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à prendre goût à ça et on va commencer à faire de la méditation. D'abord 5 minutes, ensuite 10 minutes, ensuite 20 minutes. Après, on est habitué, les 30 minutes, c'est comme si c'était 5. Et ainsi de suite. Et après, jusqu'à arriver, j'essaye de m'imposer avant un championnat ou avant une échéance importante ou une performance importante sur des nouvelles plongées, j'essaie de m'imposer 1 heure de méditation par jour. C'est quelque chose qui pour moi est ultra important pour augmenter mon niveau de concentration parce qu'au fond, avec la narcose, on est un peu bourré en bas. Donc c'est d'arriver à recentrer son état d'esprit sur les sensations pour être dans l'économie de l'effort. Moi, j'essaye de faire 5 minutes de méditation de temps en temps. Sauf que le matin, j'y vois pas un intérêt dingue quand je me réveille. La nuit non plus. Et j'essaye de trouver des créneaux dans la journée. Mais c'est super dur de trouver un créneau dans la journée, même 5 minutes tout seul à respirer, où on parlait des sportifs, à se retrouver sur le spot et aller méditer, faire la position du lotus sur la plage, c'est peut-être pas évident. C'est quoi, toi, tes trucs pour méditer comme ça en cours de journée ? Moi, je pense que le plus simple, c'est de juste déjà mettre 10 minutes le réveil avant. C'est-à-dire que le réveil du matin, mettre 10 minutes plus tôt. Ou 15 minutes en fonction de la durée qu'on veut faire de notre méditation. Si c'est 30, c'est 30. Et je pense que déjà, là, c'est une première amorce. C'est-à-dire que la méditation, tu vas pouvoir la lancer dans ce créneau-là. Par contre, il faut prendre le réflexe de garder le téléphone en mode avion, de ne pas le rallumer, de ne pas regarder les réseaux sociaux. La première action, c'est je ne regarde pas mon téléphone, j'ai 10 minutes, non, c'est méditation. Je l'impose tous les matins, voilà, paf. Ça, c'est le premier petit truc qu'on peut faire. Après, les moments morts où on peut le faire, c'est en voiture. Si on utilise une voiture, ou en scooter, ou n'importe quoi, c'est le moment où il faut être en concentration. Et en plus de ça, on a 10 fois moins d'accidents en étant concentré, en jouant à la concentration dans une voiture, qu'en faisant autre chose. Puis après, on peut le faire dans n'importe quoi et en action, en marchant, et surtout en faisant son sport. Ou en faisant des exercices, ou en allant à la salle de musculation, ou en allant pour n'importe quoi. C'est de placer ce moment-là comme le cœur de notre vie, c'est d'être dans l'instant présent. Ouais, donc je fais un peu une erreur en disant je viens de dormir, j'ai pas besoin de méditer, de me reposer, parce que c'est deux choses complètement différentes. Le sommeil, il y a la pensée qui part, ouais. Et c'est des rêveries, et la méditation, c'est l'inverse de la rêverie en fait. C'est là on refocus sur son esprit dans l'instant. Et ça ne demande pas de la fatigue, ça ne fatigue pas l'esprit, ça le repose, au contraire. C'est le fait de penser qui va fatiguer notre esprit, qui va fatiguer notre organisme. Plus on pense, plus on va générer des stress, et plus on va fatiguer l'organisme. Et au final, là où on récupère, c'est quand on est en méditation. Voilà pourquoi on dit que les personnes les grands moines qui méditent plus de 6 heures par jour, ont moins besoin de sommeil. Et c'est le cas, parce qu'ils ont un tel repos en termes d'esprit et de développement personnel qu'au final, ils ont moins besoin de sommeil. Alors là, tu parles de la méditation, notamment en début de journée. En fin de journée, parfois, quand on a du mal à trouver le sommeil, il y a justement l'esprit qui s'emballe et on a vraiment du mal à l'arrêter. Donc il y a cette technique de s'observer en train de penser. Mais je trouve que parfois, ça peut être assez compliqué. Est-ce que tu as des conseils, justement, quand on a du mal à trouver le sommeil et que là, l'esprit s'emballe, qu'il y a plein d'idées qui viennent et qu'on a du mal à les contrôler ? Alors, sur la méditation, il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut se focaliser dans le présent, qui sont des outils simples. Moins il y a de choses, mieux c'est. Il faut que ce soit ultra simple, en fait, la méditation. Le truc le plus simple qui existe, c'est l'essence. Mais il y en a un qui est prédominant et qui est très facile pour se concentrer, c'est la respiration. Si on se concentre sur sa respiration ample avec des grosses inspirations, on oxygène le cerveau. À ce moment-là, on augmente son niveau de concentration et de relâchement. Et c'est par la respiration, en ressentant l'air dans les poumons, en ressentant l'air frais dans les poumons, l'oxygénation, qui permet de justement faire ralentir le cœur et d'être bien. Ensuite, je dirais qu'il y a le ressenti auditif. Donc l'audition, juste le son, permet de se concentrer sur un point très précis. Ça peut être un son autour en particulier. Ou tout simplement le toucher. Le poids du corps, nos muscles sur le matelas, notre position du corps. Ça, c'est des outils qu'on va pouvoir mettre en place. Donc, en choisir un et le maintenir sur un certain temps. Sur des longues méditations, moi, je fais des tranches de 10 minutes. 10 minutes pleine conscience, 10 minutes respiration, 10 minutes son, 10 minutes toucher et 10 minutes yeux ouverts, vision. Et après, j'essaye, au bout de 10 minutes, de multiplier les deux.
Donc c'est de commencer à juxtaposer certaines sensations, d'essayer de ressentir, d'écouter tout en ressentant la position du corps et progressivement. Donc ça c'est un jeu qui permet déjà de bien progresser en méditation. Mais après, si on a une pratique régulière, le fait de se concentrer juste dans l'instant présent, dans la journée, même en marchant dans la rue, va faire qu'on va être moins en train de penser dans sa vie de tous les jours. C'est pas que pour un moment donné en fait, c'est un état d'être tout le temps, constant. Et c'est là où on va progresser sur tous les plans. Dès qu'on va vivre quelque chose, une rupture ou autre, on va beaucoup mieux le vivre parce qu'on sera moins à cogiter dessus. On aura pris l'habitude et en plus notre corps va comprendre que c'est bon pour lui d'être dans le présent. Du coup, il va être amené à moins penser. Derrière, ces techniques de méditation, c'est ce que tu utilises toi pour rester... combien de temps tu arrives à rester dans l'eau? On évoquait 7 minutes ou... Je sais pas, j'ai pas fait de test poumon plein. Il faudrait que je m'évalue. J'avais fait une test poumon vide, en forçant poumon vide, en statique. Et là, j'avais fait mon record à 3 minutes 20. Donc là, tu vides tous tes poumons, Forcé, ouais. on lance le chrono et tu tiens 3 minutes 20. Ouais. Et alors, ces techniques de méditation, justement, là, quand tu vides tes poumons et que tu vas tenir 3 minutes 20, c'est ces techniques-là que tu utilises? Tu es en phase de méditation, tu es en pleine conscience, tu es concentré sur tes sens, sur ton toucher. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais de l'apnée? Je dirais que la première chose, c'est vraiment le poids du corps. Vraiment la sensation de lourdeur. Je fais toujours un check physique pour vérifier que tous mes muscles soient relâchés. Même les muscles du visage, les muscles des paupières, les muscles de la nuque, tout est littéralement relâché comme si j'étais mort en fait. D'arriver vraiment à atteindre cet état de relâchement comme en sophrologie ou comme dans son lit en train de s'endormir. Que tous ces points de tension soient relâchés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a une sensation de bien-être au niveau du corps et j'essaie de me focaliser dessus. Et après, je laisse partir l'esprit en mode sommeil. C'est-à-dire qu'il y a une phase où j'ai le droit d'aller m'endormir, un peu comme si j'allais faire la sieste. Et là, je laisse partir l'esprit. Là, pour le coup, c'est passif. On n'est pas du tout dans de la concentration, on est dans le passif. Et quand vient l'envie de respirer, je vais commencer à me concentrer sur le relâchement, sur arriver à gérer ces sensations d'envie de respirer, des petites contractions qu'on va avoir dans le diaphragme. Je vais être sur le corps, je suis vraiment sur le corps. Et moi, je pense que c'est là où mon truc, c'est d'arriver vraiment à être dans le ressenti du corps. C'est là où j'arrive à être bon en apnée. Alors ça, c'est quand tu es en apnée statique. Quand, dans ta discipline phare, le monopalme en descente, là, tu es quand même sur un effort qui peut être violent parce que finalement, tu fais aller-retour 226 mètres en 2 minutes quelque chose. Tu restes combien de temps? 3 minutes, ouais. En 3 minutes d'apnée, ouais. Il y a quand même de la puissance à générer. Exact. C'est vraiment le même état d'esprit? C'est exactement le même état d'esprit. La seule chose qui est plus exigeante, c'est que comme on est en mouvement et qu'on a des choses techniques à faire, comme la compensation des oreilles, on fait une réserve d'air dans les joues pour pouvoir compenser les oreilles en grande profondeur, parce que sinon on ne va pas pouvoir aller les chercher dans les poumons. Donc tout ça, c'est des éléments techniques qui vont arriver pendant la plongée, qui doivent être automatisés. Plus c'est automatisé, plus on va pouvoir se relâcher physiquement et être concentré surtout sur l'économie et sur la nage. Maintenant, j'arrive de plus en plus à atteindre cet état de relâchement où, quand je palme, je ressens l'énergie que je mets dans la palme et ma technique pour être le plus efficient, le plus économique. Comme si j'essayais d'aller vraiment le plus loin possible avec le minimum d'effort. Quand j'essaie d'être vraiment concentré là-dedans, c'est là où je suis bon. Et plus je vais être concentré là-dessus, plus je vais être économique, plus je vais être performant. Et après, c'est sûr qu'en nage, il y a beaucoup plus de paramètres. Et d'autant plus que dans les 20 derniers mètres, au retour, l'acide lactique arrive, l'effort devient intense, l'envie de respirer est là. Il y a encore en plus un phénomène de narcose, donc on pourrait avoir une technique de merde, et ça arrive. Parce que il y a un moment donné, forcément la technique se dégrade aussi au retour, et c'est là où il faut arriver à maintenir ce niveau de concentration encore jusqu'à la surface, pour aussi faire son protocole de surface devant les juges, de façon à ce qu'on soit validé. Parle-nous de la narcose. Alors ça, c'est un peu le mythe. Tout le monde est vrai, se shooter. Dans sa baignoire, c'est le premier truc qu'on me dit souvent. Je dis, bon alors, la narcose, ça donne quoi? Ouais, c'est à la fois cool et à la fois pas cool. Parce qu'en fait, l'azote, c'est l'azote qui est responsable de la narcose, qui donne cet aspect narcotique. C'est un peu comme on se prenait une grosse cuite en fait, en instantané, sauf qu'on n'a pas la tête qui tourne. Ça dépend qui. Mais c'est une sensation assez étrange et à la fois paradoxale, un peu de bourdonnement dans le corps, une sensation de flow, de ralentissement du temps, enfin d'accélération du temps plutôt.
Et c'est un mélange de tout ça. Et elle est annexée par le CO2, qui est en fait l'envie de respirer. C'est le CO2 en fait qui donne l'envie de respirer. Donc on le produit par notre effort et il se métabolise et il donne cette sensation d'envie de respirer. Seulement mélanger cette sensation de respirer avec la narcose fait que on peut avoir des narcoses qui sont moins cool, qui sont plus angoissogènes, où on va commencer à cogiter, à se dire j'en suis où, ah ouais mais est-ce que je vais être capable, et on va avoir plein de questions qui vont nous un peu nous traverser. Et en fait, l'objectif est de toujours être dans le plus grand positivisme par rapport au ressenti qu'on a, de façon à accepter ce moment-là. Et puis après, c'est dans l'entraînement qu'on va améliorer notre tolérance au CO2 et donc forcément notre sensation dans l'eau en profondeur. Et après, il y a l'aspect technique aussi, en fonction de l'épaisseur de néoprène, le poids qu'on va embarquer, va avoir une influence aussi sur cette envie de respirer et donc sur cette narcose. Tout ça, c'est des petits éléments techniques qu'on ajuste pour toujours être dans le plaisir et pour pouvoir profiter de la plongée ou être bien pour la descente. Cette narcose que tu décris, elle est systématique quand tu descends à plus de 100 mètres ou... À 100 mètres, elle est systématique. Il y a peut-être une fois où j'étais en fin de préparation, au final sur 100 mètres, je l'avais vraiment moins ressenti. Après, même si on la ressent pas, même si les gens disent ouais mais je ressens pas la narcose, ils la ressentent quand même. Elle est quand même là. Parce que elle joue sur la perception du temps. Donc des fois, on a l'impression que tout va bien et qu'au final, on la ressent pas. Mais en fait, au niveau de notre perception du temps, elle influe quand même. Elle est toujours là, la narcose, même si on croit qu'elle y est pas. Sur ton run de 3 minutes, quand tu descends, elle arrive quand en général ? Je dirais vers... Dans la descente en poids constant, je dirais qu'elle arrive à 80, 90, 90 mètres. À la descente ? À la descente. Et puis après, elle monte. Le temps qu'en fait ça passe dans le sang, que ça arrive au cerveau, ça prend un petit laps de temps, il y a 15-20 secondes. Donc c'est surtout au moment du virage, on est à l'endroit le plus profond, on va commencer à nager vers la surface, que là la narcose est très forte. Elle arrive forte, par exemple si je descends à 113 mètres, à 110 mètres, je la sens déjà. Et en remontant sur 90 mètres, les 90 mètres qui restent au retour, et ben là, ça fait une espèce de vague de chaleur, une sensation de flow et puis plein de pensées qui nous traversent l'esprit. C'est à ce moment-là où il faut arriver à être dans son corps, dans son ressenti pour en contrôler pleinement la remontée. Parce que c'est quoi le risque à la limite si elle te prend, elle te prend de plein fouet au moment où tu es en train de remonter, tu décris une espèce d'euphorie, il n'y a plus qu'à remonter au final. Donc, de toute façon, on est à remonter et je peux t'assurer que même avec toutes les narcoses du monde, quand t'es en bas, t'as qu'une envie, c'est de remonter. Je peux t'assurer que c'est cool, t'es content d'avoir atteint la profondeur, mais sur le moment, t'es pas en mode survie, mais t'es en mode c'est quand même sur des profondeurs max. T'es content de remonter. Ah ouais, y a l'effet grand bleu, il reviendra jamais. Non. Tu connais pas, toi. Après, je pense que la plongée bouteille, oui, on peut atteindre ces états-là parce qu'on n'a pas le CO2 qu'on produit en apnée. Et c'est ce CO2, au final, quelque part, qui... Nous, on l'aime pas trop parce qu'il nous donne envie de respirer, quelque part. Mais en même temps, c'est lui qui nous protège. C'est lui qui met en veille notre organisme. C'est lui qui déclenche ce qu'on appelle le diving reflex, le réflexe d'immersion qui permet d'économiser l'oxygène dans l'organisme. C'est lui qui nous maintient dans la concentration c'est lui qui nous maintient en éveil et en alerte, en fait, tout simplement. Donc, à la fois, il faut le minimiser à la descente, mais en même temps, on en a besoin pour aussi savoir où on en est. T'évoquais la plongée en bouteille, c'est deux mondes complètement étanches, l'apnée et la plongée bouteille ? Oui, quand même. Après, là où ils sont moins étanches, c'est sur l'exploration. Observer son milieu marin, aimer son milieu marin. Oui, ça c'est des valeurs qu'on a en commun. Par contre, l'approche développement personnel ou l'approche conscience de soi ou de le faire par ses propres moyens, là c'est complètement différent. Parce que là on dépend d'un matériel, on va observer ça avec un scaphandre, avec du matériel qui a été construit, fabriqué, c'est très mécanique. Au niveau de la sécurité, c'est très, très complexe. Il y a aussi quelque part plus de dangerosité à pratiquer la plongée bouteille que l'apnée, dans le sens où on est beaucoup plus dans l'aléatoire, qu'en apnée on est longé le long d'une ligne. Bon, je parle pas de la chasse sous-marine. En effet, la chasse sous-marine c'est encore autre chose, parce que là du coup il y a d'autres risques qui sont pris. Mais en tout cas, c'est quand même deux mondes différents. Par contre, là où on s'entraide, c'est que le plongeur lui amène à l'apnée l'image qu'il est capable de transmettre à travers l'apnée.
c'est-à-dire de la vidéo, de l'action technique. Il peut aussi amener un peu de sécurité quand on en a besoin. Et puis c'est un partage de la mer. Après, je pense qu'il y a une croyance qui est que l'apnée est difficile, inaccessible et réservée à une élite. Et malheureusement, c'est encore dans les têtes des plongeurs. Alors qu'en fait, c'est complètement faux. C'est accessible à tous, même non sportifs, avec une hygiène pourrie. J'ai vu des apnéistes faire des superbes apnées en apnée statique parce que ils n'ont pas les techniques de respiration, mais ça s'inculque en 20 minutes. 20-30 minutes d'échauffement et de respiration, tout le monde fait 2 minutes d'apnée statique. Et ça, même quand j'en parle, des gens ne veulent pas me croire. Ils veulent pas le croire, alors que j'ai initié peut-être 500 personnes, je sais pas, peut-être 300, j'en sais rien. Mais j'ai tellement vu de monde en apnée et en quelques minutes arriver à faire 2 minutes, voire 3, voire 4, voir certains sportifs me sortir à 5 minutes 40, ça je l'ai vu, au final on s'aperçoit que on n'a pas tant besoin de bouteilles que ça, quoi. Surtout pour plonger dans 10-20 mètres, on peut tout faire en apnée. Ce que tu me dis là, c'est que en terminant l'épisode, tu me briefes 5 minutes et je suis capable de battre mon record personnel très rapidement qui doit être à 1 minute 12. Ah oui, je pense, ouais. Ah bah écoute, on va tenter, on va filmer et puis on le mettra en bonus alors. Ça marche. On va tenter ça, je suis curieux de voir ça. Avant d'enchaîner sur une autre thématique, tu parlais du fait que les plongeurs pouvaient avoir peur de l'apnée. Et je te demandais à partir de quel âge on peut commencer, jusqu'à quel âge on peut en faire. Toi, jusqu'à quel âge tu pourras être un athlète de haut niveau en apnée ? Alors là, on a l'avantage en apnée de vieillir bien. C'est-à-dire qu'en fait, le métabolisme se ralentit et donc je pense que c'est quelque chose de positif et propice pour l'apnée. Après, c'est peut-être un peu moins sur la préparation physique et foncière générale, pas passer 40 ans et encore. Mais on a des athlètes qui performent très tard. Et je pense que c'est surtout l'adaptation physiologique qui prend beaucoup de temps. C'est vraiment au fil des années qu'on arrive à s'adapter aux grandes profondeurs et c'est un atout. Alors c'est sûr que si on commence jeune, c'est un atout, mais en tout cas on peut continuer très tard dans l'apnée et certains athlètes sont arrivés très tard dans l'apnée et ont performé très fort. C'est encore plus flagrant dans l'apnée statique. Il y a certains champions d'apnée statique qui sont très âgés et ça c'est assez hallucinant parce qu'ils mettent la pilule à tout le monde. Là on a Eric Marchal, un champion français là, qui a fait le record de France et puis qui a été champion du monde cette année. Il faisait ça à sec, hors de l'eau, chez lui, sous sa table, et il s'est entraîné en apnée statique comme ça pendant quelques temps. Et il nous a sorti un 9 minutes et quelques, je crois, ou 9 minutes, je sais pas, il est à plus de 9. Mais c'est juste incroyable, et il a plus de 60 ans, ouais. Donc toi, tu as encore des années devant toi à pouvoir pratiquer avec beaucoup de plaisir et potentiellement à haut niveau. Ouais, ça j'en suis convaincu et je continue de progresser, je continue d'évoluer en apnée. Ce qui a été long, c'est surtout de mettre le tissu social et environnement pour arriver à me professionnaliser au niveau de l'entraînement. Et en fait, j'ai galéré pendant les 20 ans derrière à essayer de développer l'apnée dans ma région avant de pouvoir réellement m'entraîner moi. Et je pense que c'est là où j'ai tout gagné en fait, quelque part, parce que ça a été peut-être plus dur, mais j'ai appris beaucoup plus de choses qui me permettent maintenant d'anticiper vachement sur toutes les erreurs, sur tout ça, puis surtout d'avoir une stabilité autant sur le plan personnel, sur le plan financier, sur le plan relationnel, que j'avais pas avant. Et je pense que là, maintenant, je vais pouvoir vivre le truc encore plus pleinement cette saison, quoi. Tu m'as dit que tu avais un défi avec des potes, c'était d'aller nager dans la Seine. Avant que tu me parles de ce défi, je voulais partager un truc avec toi. C'est que moi, je suis recordman du monde de sortie de Seine. Ça a eu lieu pendant la course, la Nautic Sup. C'est une course sur la Seine où tu es en stand-up paddle. Et je suis tombé dans la Seine en tombant de mon paddle et je peux te dire, on n'a jamais vu personne remonter aussi vite sur son paddle, quoi. Je suis tombé, je me suis propulsé en l'air pour remonter dessus tellement j'avais pas envie d'être dans la Seine. Alors, est-ce que t'es allé te baigner avec tes potes dans la Seine et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Ouais, alors on s'est baigné dans le canal. C'était pas vraiment la Seine, mais c'est le canal. Bon, c'est pareil. Et j'ai un copain en fait, donc à Arthur Guérin, qui prépare un record du monde de nage sous glace. Donc il va faire 80 mètres en sous glace à la brasse. Autant vous dire que ça doit calmer. Moi, j'ai jamais fait, mais dans une ouate de degrés, je le comprends. Et là, il s'entraîne. Donc il va essayer de se baigner toute l'année là pour s'acclimater au froid. Et de passage sur Paris, il m'a dit bon, bah, allez, ça te tente. Moi, j'avais déjà fait l'expérience sur Annecy à deux ou trois reprises.
Donc je connaissais un petit peu, mais pas à 4 degrés quand même. 4 degrés, je ne l'avais pas encore fait. Donc là, c'était une première. Donc voilà, on a fait le test, on s'est mis à l'eau. C'est dur de se lancer, on a les 2 premières minutes à passer. Et après, il y a une acceptation, le corps accepte la température, mais c'est les 2 premières minutes qui sont terribles. La première, c'est déjà très dur. La deuxième, ça va, ça picote. Et puis troisième, on peut nager. Et vous êtes pointé en petit maillot de bain, en combat on était habillés, on était un groupe d'amis, des apnéistes, et puis on s'est mis à l'eau. Bon, normalement, on n'a pas le droit de le faire. Oui, bien sûr. On ne dénoncera pas, ouais, ça va, on était dans un endroit sécurisé, on s'est baigné dans 2-3 minutes, c'est bon. Et donc, effectivement, ce délire là, de nombreux apnéistes d'aller nager dans la glace, sous la glace, c'est principalement pour susciter toutes ces réactions. C'est quoi le délire d'aller nager dans de l'eau aussi froide ? Je pense qu'il y a le dépassement personnel, il y a l'engagement, parce que en tant qu'humain, on aime bien aussi aller sortir de sa zone de confort, parce qu'après, il y a forcément une sensation de bien-être qui est énorme derrière, un dégagement d'adrénaline qui est juste exceptionnel. Donc là, on parlait d'adrénaline, là, c'est pas mal. Là, le niveau est costaud. Et puis derrière, forcément, il y a des avantages aussi sur le bien-être physique, la récupération et puis au niveau musculaire. Ouais. Donc il y a un intérêt à le faire. Moi, cette année, perso, sur ma préparation physique, je vais aller au lac et tremper les jambes pour justement récupérer. Et en tout cas, c'est quelque chose que je vais faire beaucoup plus régulièrement maintenant sur Annecy. Ouais. Alors moi, je dois être une petite nature, mais dès que je me baigne en eau froide, en hiver comme ça, je suis sûr que je chope une pneumonie ou un rhume derrière. Ça, c'est ce qu'on croit. Mais en fait, c'est les croyances qui vont générer cette réalité. Et deuxième chose, en fait, si on est malade derrière, c'est parce qu'on mange mal. Pourquoi en eau froide, certains tombent malades ? C'est parce que c'est la période où on mange du fromage, on mange du sucre. Donc oui, là, on tombe malade, mais pas par le froid. Le froid, lui, va augmenter l'effet de ce que l'on a mal mangé, de ce qu'on a mal fait et du manque de sommeil. Si on cumule les trois, et c'est souvent le cas pendant les fêtes, et on dit que c'est le froid, alors qu'en fait, c'est ce qu'on a bouffé, c'est ce qu'on a dormi, donc on est les seuls responsables de notre maladie, elle ne vient pas du froid. Alors, en termes de diététique et d'alimentation, qu'est-ce que tu consommes, qu'est-ce que tu préconises ? Avant mes plongées profondes, là, j'ai un protocole qui est précis, c'est qu'à moins 2h30 ou à moins 3h, j'ai réussi à créer un checker liquide qui me permet de pouvoir assimiler de l'énergie disponible, tout en ayant l'estomac vide au moment de ma performance. Et ça, c'est vachement bien. Un shaker liquide ? Ouais, c'est un mélange de protéines végétales, de son d'avoine mixé avec de l'eau chaude et avec une pointe de butternut, de beurre de cacahuète et avec un tout petit bout de banane. Et en fait, ça me fait un espèce de petit mixeur dans un verre, comme un yaourt liquide en fait, semi-chaud. Et je bois ça et ça se digère en 2h30. Et derrière, sur ma perf, c'est génial parce que j'ai l'estomac vide et en même temps l'énergie pour le faire. Il faut qu'on fasse vachement gaffe à notre glycémie, forcément, parce que si on a un pic glycémique ou un peu moins de sucre dans le sang, on peut vite arriver à la syncope. Ça peut nous perturber, donc il faut avoir un protocole d'alimentation pour avoir les mêmes repères sur les performances en profondeur. Mais ça, c'est plus sur de la performance pure en compétition. Si tu pouvais ne faire plus qu'un seul voyage, où est-ce que tu aimerais retourner, où est-ce que tu conseillerais à quelqu'un d'aller pour faire de l'apnée ? La Dominique. Pour moi, c'est le spot incroyable de reconnexion à soi, de reconnexion à la nature. C'est sauvage. On est dans un climat tropical où on est entre Jurassic Park, Avatar, Pirates des Caraïbes. C'est juste une île incroyable. Tu peux nous rappeler c'est où exactement la Dominique ? Alors, l'île de la Dominique se trouve en fait entre la Guadeloupe et la Martinique. Donc c'est une île qui est indépendante. C'est une île avec des gens incroyables. Un esprit rasta et reggae qui est juste énorme. Je crois c'est encore plus qu'en Jamaïque peut-être, je sais pas, mais c'est vraiment une philosophie de vie. Et en même temps avec un des meilleurs spots d'entraînement au monde, parce que c'est au sud, il y a une espèce de grosse corne qui protège la mer. Donc il n'y a pas de courant, l'eau est chaude, est très profonde, et la zone, il y a une plateforme à l'année avec une école d'apnée. C'est où le spot exactement, son nom ? À Soufrière, complètement sud de l'île. En tout cas, c'est un super spot pour à la fois s'éclater en forêt et en plus c'est volcanique, donc il y a aussi l'aspect feu qui est à visiter. Donc ouais, non, c'est top. On arrive à la fin de ce podcast, Stéphane. Un grand merci pour ton temps et pour le partage. C'était un grand plaisir. Pour terminer Mordu, j'aime bien demander à mon invité qui il aimerait bien écouter dans un prochain épisode. Qui j'invite dans un prochain épisode de Mordu, Stéphane ? Je dirais l'opposé de moi.
lié à la verticalité et à l'altitude, Kylian. D'accord, très bien. Kylian Jornet, trailer, Ouais, très inspirant. ultra trailer. Ouais. Bah écoute, je vais essayer de le contacter. On verra. Je lui dirai que tu as envie de l'entendre. Cool. Il faut absolument qu'on enregistre. Un grand merci Stéphane, c'était un grand plaisir. Bah, plaisir, merci. J'espère que vous avez autant aimé que moi ce moment avec Stéphane. Stéphane a tenu sa promesse et après l'enregistrement, il m'a coaché pour retenir ma respiration. Je n'avais jamais rien tenté de ce genre et grâce à Stéphane, j'ai retenu mon souffle pendant 2 minutes 30. Ça m'a donné super envie de m'initier à l'apnée. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode avec Alex Kayserg, le premier homme au monde à avoir franchi les 100 km/h sur l'eau. On parlera de kite bien sûr, mais aussi de son nouveau projet, le développement du bateau le plus rapide du monde. Un grand merci d'avoir écouté Mordu. Si cet épisode vous a plu, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite sur Mordu.